Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette épreuve des championnats du monde, la course Espoir. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette journée et dans cette course qui a été marquée du côté des Suisses, mais on y reviendra un petit peu plus tard. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Il suffit de cliquer sur abonner et vous avez un petit onglet déroulant sur le côté droit de ce bouton abonner. Et puis plus vous cliquez rapidement sur une notification, sur une miniature, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Alors on commence tout de suite par une annonce assez triste avec... Alors hier, après l'enregistrement de la vidéo de débrief des juniors, 20 minutes, 30 minutes après, j'ai vu donc cette information qui nous disait que Muriel Furrer, une des concurrentes de l'équipe suisse dans l'épreuve dames, avait subi un grave accident. Un accident qui l'avait laissé dans un état critique au niveau d'un gros trauma crânien sévère. On a appris lors de la course Espoir masculine, donc aujourd'hui, qu'elle était décédée des suites de ses blessures. C'est voilà, bon, c'est toujours terrible, ces genres de moments. Il y a eu une réflexion ce matin du côté du CI parce que c'est vrai on n'était pas vraiment rassurés. Du côté des concurrentes, et des concurrents, parce que on avait eu l'information comme quoi c'était très grave et trauma crânien grave. Je me faisais pas beaucoup d'illusions déjà hier soir quand j'ai vu cette information. On a eu la confirmation ce matin, en début d'après-midi, vers 15h. De sa mort. Alors Muriel Furrer, c'est assez terrible pour la Suisse parce que c'est la deuxième fois qu'on a un mort à domicile du côté des Suisses. Et puis là, en championnat du monde avec le maillot national, forcément c'est terrible. Mais on le rappelle, les cyclistes n'ont pas beaucoup de protection. Encore une fois, on a le casque, les gants. Et encore, la plupart des coureurs ne mettent pas les gants. Vous avez le casque, sauf que le casque, à toute la partie du bas, il n'y a pas de mentonnière sur un casque. Vous n'avez pas une protection comme en motocross. Donc toute cette partie en bas est susceptible de recevoir des chocs. Et même un casque à très haute vitesse, ça protège, mais ça protège pas entièrement non plus. Alors, sur un trauma crânien, forcément, ça a été un choc à la tête. C'est sur la portion de parcours descendante qu'elle est tombée, dans la portion en forêt, entre 10 km de l'arrivée et 6 km de l'arrivée en cas de dernier tour. C'est terrible parce qu'en plus, moi, je trouve pas le parcours dangereux. Certes, c'est une portion où ça va vite, mais pour moi, c'est pas dangereux. Après, le problème, c'est une question qu'on peut se poser. Je rappelle que cette année, elles n'ont plus de braquet limité. Donc, c'était un 52-14 de braquet limité. On me l'a dit dans les informations en commentaire. Est-ce que les concurrentes n'ont pas pris beaucoup plus de vitesse que d'habitude sans ce braquet limité et que au niveau de la vitesse, il faut savoir la gérer et que c'est des concurrents qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience à ce niveau-là. Là, par exemple, sur Pro Cycling Stats, je n'ai des résultats que depuis 2 ans. J'avais des résultats que depuis 2 ans pour cette concurrente. Donc, c'est des questions qu'on peut se poser parce qu'on sait que les vélos vont de plus en plus vite. L'adhérence aussi, ça c'est une grande question aujourd'hui que je me pose parce que je le dis à plusieurs reprises, les freins ont progressé. Je suis pas sûr qu'on ait eu la même amélioration au niveau des pneus et surtout au niveau de l'adhérence des pneus. Et je crois qu'on arrive à des situations où il va falloir travailler avec les équipementiers pour savoir comment on peut faire pour que les vélos peut-être aient plus d'adhérence en courbe, surtout
dans des situations à haute vitesse. Et puis réfléchir à comment améliorer la protection dans les descentes quand on arrive à haute vitesse. Est-ce qu'il va falloir mettre de plus en plus de matelas? Est-ce que les matelas c'est la solution? Parce que le problème c'est que il faut voir aussi est-ce que les organisateurs peuvent les mettre? C'est des questions qu'il faut se poser. Voilà, là c'est compliqué d'en parler parce qu'on ne sait pas comment ça s'est déroulé. L'UCI a même fait un communiqué en disant qu'il n'avait pas véritablement d'informations sur comment ça s'est passé. On sait que c'est dans cette descente en forêt, on ne sait pas c'est quel virage. Et on sait juste qu'elle a été élitreillée, mais elle est restée de longues minutes par terre. Et c'est peut-être cette situation-là qui a fait que sa santé s'est dégradée. Donc est-ce qu'il y a eu un problème au niveau de l'organisation? Moi j'ai plutôt l'impression qu'il y a pas mal de personnes au balisage, au niveau de la sécurité, notamment des chronos. De la course en ligne des juniors, des espoirs. Aujourd'hui, j'ai un peu regardé. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de monde. Donc, est-ce qu'il y a eu un problème? Est-ce qu'il y a eu un trou dans la raquette? Mais il va falloir le décider. De toute façon, une enquête est en cours pour déterminer ce qui s'est passé du côté de cet accident et est-ce qu'il faudra faire des améliorations au niveau sécuritaire. Mais c'est sûr que c'est terrible pour les Suisses parce que le dernier mort en course c'était Gino Meder, c'était déjà en Suisse. Là en plus c'est avec le maillot de la sélection suisse, c'est encore plus terrible. C'est une fille qui est en catégorie junior. Déjà Gino Meder était pas bien vieux, mais elle avait 18 ans, donc c'est vrai que c'est très compliqué pour les Suisses. La compétition continue. Je pense qu'il y a une grosse réflexion du côté de l'UCI, pas forcément de David Lapartien parce qu'il faudrait déjà qu'il soit présent, mais des personnes qui sont à Zurich pour savoir est-ce qu'on continue le programme, est-ce qu'on modifie le programme. On a décidé de continuer le programme, mais c'est sûr que c'est très compliqué du côté de Zurich et du côté de la sélection suisse aussi parce que je pense qu'ils sont forcément marqués et notamment du côté des juniors qui ont couru avec elle lors de cette épreuve et lors des championnats d'Europe aussi parce qu'elle avait participé au dernier championnat d'Europe du côté de la Belgique. Autre mauvaise nouvelle, parce qu'on va continuer sur les mauvaises nouvelles, il y a un autre coureur, jeune coureur néerlandais qui est mort aujourd'hui. Alors, on n'a pas d'informations là sur sa mort, certainement à l'entraînement. C'est Bas Van Belt qui est le frère aîné de Lou Van Belt qui est dans l'équipe Visma Leasebike. Qui est décédé. On n'a pas beaucoup plus d'informations, mais voilà une journée noire du côté du cyclisme sur route avec ces deux concurrents morts. Bon, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette épreuve espoir. On va essayer de se remettre dedans du côté de Zurich. Déjà, on va commencer par... j'ai regardé la course sur France 3. J'aime m'infliger des choses compliquées. Ils essayent de faire un concours, Patrick Chassé, Alexandre Baster, du nombre de conneries qui sera dit à la minute. Parce que... Alors déjà, Patrick Chassé, sur les championnats d'Europe, c'était pas mal. Hein. Il y a eu une belle cadence. Baster, aujourd'hui, beau challenger. Je sais pas s'ils essayent de faire un concours, mais il faudrait que les deux se rappellent juste d'un truc. Quand tu es commentateur sportif sur une grande chaîne nationale, il faudrait te rappeler qu'il y a 4000 personnes qui veulent ta place et qui peuvent faire le job aussi bien que toi, voire mieux. Ça serait sympa de se le remettre en tête et que les chaînes se le mettent en tête aussi. Parce que là, ça commence à être très compliqué de regarder des courses en dehors d'Eurosport. Et même Eurosport, c'est pas fantastique en France. Je sais qu'en Belgique, vous avez Rodrigo Berkens notamment. Mais nous, en France, on ne peut pas accéder à la RTBF, ce qui est bien dommage, à part avec un VPN. Il faut un VPN payant. Parce que moi, j'ai le VPN gratuit d'Opéra et ça ne marche pas. J'ai essayé et ça ne marche pas. Et tous les VPN payants, je crois, ne font pas la Belgique. Mais ça commence à être très compliqué de regarder des courses en France parce que vraiment, il y a un nombre de conneries encore qui sont sorties. Comme dire par exemple que Niklas Beren c'est une surprise. Le mec est vice-champion d'Europe. Hein.
Alors, je pense que M. Pasteur n'avait pas regardé la course des championnats d'Europe Espoir, que moi, j'ai regardé, et je peux vous dire que la course Espoir, c'est la course qui a été la plus spectaculaire, qui est partie de très loin. C'est-à-dire à 50 km de l'arrivée, il y avait déjà des groupes d'échappés. Ça ne s'est pas déroulé du tout en peloton, cette course Espoir. Donc, c'est-à-dire qu'il avait la caisse, Niklas Behrens. Et vu comment il fait son sprint, en plus, c'est qu'il avait la vitesse. Donc, dire que c'est une surprise... il aurait peut-être fallu travailler ses fiches un petit peu avant et regarder une course espoir avant. Et pourtant, c'est quelqu'un qui n'a pas vu le Tour de l'Avenir qui vous dit ça, qui a juste suivi de loin le Tour de l'Avenir. Je ne suis pas du tout un spécialiste de la catégorie espoir. Donc si moi, je repère des conneries dans le commentaire, alors les mecs qui regardent toutes les courses espoir, j'ai les mecs qui regardent Direct Vélo tous les jours, ils ont dû bien se marrer encore plus que moi. Parce que déjà, moi, c'était pas mal, mais alors là, c'était un sacré haut niveau. Donc ça serait bien de temps en temps de se remettre en question et de travailler... correctement, parce que là ce n'est pas le cas, que ça soit Patrick Chassé, que ça soit de l'autre côté Alexandre Pasteur, c'est un petit peu le même combat, et si le concours c'est de faire le plus de conneries à la minute, Alexandre Pasteur commence à rattraper son retard. Bon, on commence avec le vainqueur du jour, Niklas Behrens. Alors une course espoir qui a été très intéressante, avec Jan Christen qui attaque à 2 tours de l'arrivée. Alors moi je me suis dit, quand il attaque à 2 tours de l'arrivée, je me dis 50 bornes, c'est loin quand même, vu les conditions climatiques. Alors même si hier, Finn, l'Italien, avait réussi le coup, parce qu'il part une première fois à 60 bornes de l'arrivée, et ensuite il se fait rattraper, il réattaque, mais il était avec des jambes incroyables, Finn. Et si t'as que des jambes bonnes sur le parcours du jour, ça allait être compliqué. Ça a été compliqué pour Jan Christen, ce qui fait que en fait il fait un tour et demi devant, et puis dans le dernier passage du vide-con, il commence à perdre beaucoup de secondes. Il se fait rattraper juste après la zone technique par un groupe avec pas mal de coureurs, mais qui ne collaboraient pas bien. Et ensuite, donc un groupe avec Blackmore, Del Toro, Vidar, Zvreček et Behrens et Jan Christen. Et en fait, c'est Behrens et Zvreček qui sont partis quand Del Toro a fait une cassure. Parce qu'il ne voulait pas rouler. Alors, Del Toro a couru comme une brêle. Aujourd'hui, on y reviendra, mais il a vraiment couru comme une brêle. Et à la fin, eh bien, ça coûte très cher à Del Toro qui pourra ne s'en prendre qu'à lui-même aujourd'hui parce qu'il a très mal couru. Bon, on commence avec Niklas Behrens. Très beau champion du monde parce qu'il a été intelligent. C'est quand même un coureur qui est dans une équipe réserve. Alors c'est là où vous voyez toute la magie de la réglementation 2025. Elle ne me plaît pas, cette réglementation 2025. Moi, j'étais pour qu'on abaisse d'1 an. Voilà. Qu'on abaisse d'1 an la catégorie espoir, c'est-à-dire que ça soit plus moins de 23 ans, ça soit plus U23, mais U22. Ce qui, je trouvais, était plutôt bien parce que ça permettait d'éliminer les cas comme Blackmore, par exemple, qui pour moi ne sont plus des espoirs et sont des coureurs aguerris. Moi, j'étais plutôt partant pour qu'on passe à U22 ou U21. Voilà, ce qui était plutôt une bonne chose, parce que U21, quitte à ce qu'on passe la catégorie junior à U17, donc ça fasse que les concurrents qui avaient 16 et 17 ans et qu'on n'intègre plus les concurrents qui avaient 18 ans, et qu'on fasse 18, 19, 20, 21 pour la catégorie espoir. Bon, ça n'a pas été retenu par l'UCI, je n'ai pas vraiment envoyé de courrier non plus à l'UCI. Ils ont décidé d'enlever les catégories Pro Team et les coureurs World Tour. C'est-à-dire les coureurs World Tour et Pro Team n'ont plus le droit de courir en espoir l'année prochaine. Et là, j'adore l'UCI parce que pour pondre des règles à la con, ils sont quand même super forts. Vous allez voir quand même l'astuce. Niklas Behrens, par exemple, est dans une réserve. Teutenberg est dans la réserve. Alors, le cas est plus drôle avec Teutenberg. Teutenberg est dans une réserve. Teutenberg, en tout début de saison, il a dû courir au moins 4 ou 5 fois avec l'équipe World Tour. Mais son contrat est lié à la réserve. Lui, l'année prochaine, je ne sais pas si l'année prochaine il est toujours espoir, mais lui, par exemple, l'année prochaine, il peut toujours courir. S'il est toujours dans l'équipe réserve, il pourrait toujours courir. C'est-à-dire que les coureurs qui sont dans les réserves, par exemple, on prend l'exemple, Maxime Decomble. Maxime Decomble, l'année prochaine, il est à la Groupama FDJ, il est dans la réserve. Maxime Decomble, face à Paul Sexas. Paul Sexas, lui, a un contrat dans une équipe World Tour. Avec l'équipe World Tour, il ne peut pas courir. Maxime Decomble, lui, pourra le faire. Parce qu'il a un contrat avec l'équipe réserve.
malgré le fait que Maxime Decombe va peut-être faire 25 jours, 30 jours d'épreuve World Tour. Mais comme il a un contrat avec la réserve, c'est le contrat avec la réserve qui compte. Parce que je rappelle qu'un contrat avec la réserve, à part peut-être les grands tours que vous n'avez pas le droit de participer, vous avez le droit d'être avec l'équipe 1 25 jours, 30 jours, 35 jours dans l'année. Vous avez le droit de faire le Tour de Suisse, par exemple. Donc en quoi ça va changer les niveaux d'écart? Ce que vont faire les jeunes prometteurs, les juniors prometteurs l'année prochaine, c'est qu'au lieu de monter directement au World Tour, ils iront dans les équipes réserves, même s'ils courront 25-30 jours avec l'équipe 1. Ce que je pense aurait été peut-être plus intelligent de faire avec Paul Sexas, c'est-à-dire de le monter dans l'équipe Décathlon réserve et ensuite le monter dans l'équipe Décathlon 1. Bon, ils ont décidé une autre stratégie, il a envie de... Il est un peu sadomaso, Paul Sexas, bon, c'est une stratégie... moi, j'aurais préféré qu'il y ait une autre idée derrière. Mais vous voyez, c'est complètement stupide cette règle. Parce que tous les coureurs vont aller dans les équipes réserves. Voilà, juste aller dans les équipes réserves et ensuite, bah, ils pourront quand même faire les championnats du monde espoir. Hein. Donc c'est une règle qui est complètement stupide. Enfin, voilà. Et ce qui fait qu'on se risque aussi d'avoir des championnats du monde où les meilleurs ne seront pas là. Parce qu'ils ne pourront pas participer. Un mec qui aura gagné le Tour de l'Avenir ne pourra peut-être pas faire les championnats du monde. Alors que d'abaisser d'1 an ou de 2 ans, la limite d'âge aurait peut-être été beaucoup plus intelligent. Parce qu'on voit que là, par exemple, Del Toro a mal couru. Oui, mais Del Toro, il a moins de 21. Il doit avoir 21, Del Toro. Oui, Joseph Blackman, il a peut-être pas super bien couru, et Ian Creston, mais c'est des coureurs qui ont 21 ou moins. Vous voyez la logique qui était bien plus intelligente, mais si l'UCI avait de la logique, enfin il faudrait déjà qu'il y ait un président de l'UCI qui soit encore président de l'UCI et qui ne pense pas à d'autres mandats, parce que c'est un cumulard, hein, c'est-à-dire qu'à côté, la carrière de David Lapartien est quand même très intéressante à suivre. Bon, Niklas Behrens, oui, il a été très intelligent dans sa manière de courir, mais déjà au championnat d'Europe, parce qu'il part dans un second temps, et il était reparti avec un autre coureur, avec un coureur luxembourgeois, je crois, dans la course des espoirs, et ils avaient vraiment plutôt très bien géré le coup. Donc non, bravo Niklas Behrens, parce qu'il a très bien couru. Voilà, il a été intelligent. Il prend la deuxième place. Bon, il pouvait pas faire mieux aujourd'hui. Il prend la première place. Bon, voilà, il est champion du monde espoir, mais il a couru de manière intelligente. Il voit quand il y a c'est lui qui voit qu'il y a la cassure et qui décide de faire la grosse minace dans cette petite bosse qui est vers 10 km de l'arrivée. Et c'est là où il fait l'écart. Svresek va ensuite essayer de tout faire pour revenir dans sa roue. Là, il va se mettre une sacrée minace, Svresek. Et après, bah, il fait passer Svresek à 500 mètres. Svresek, il n'a pas été malin à ce moment-là de passer devant à 500 mètres de l'arrivée parce que tu savais bien que Behrens, il n'allait pas passer un relais à 300 mètres de l'arrivée pour se faire battre. Donc voilà, ensuite il lance son sprint dans la position préférentielle. Pour Svresek, il fallait être très fort, mais Behrens était très puissant. Et puis en plus, au moment où il lance son sprint, Svresek, il a un gros moment d'inattention. Ça veut dire qu'il réagit avec au moins une seconde de retard, une seconde et demie de retard. Alors autant dire que sur un sprint lancé à 200 mètres, c'est mort. Donc voilà, dommage pour le coureur slovaque, mais quand même qui est physiquement et impressionnant, avec des qualités de puncher très fortes. Et Behrens, grosse qualité de puissance. Hein. Quand il met des minaces, lui, c'est très très puissant. Hein. C'est pas, c'est pas du gros punch. C'est pas du Julien Alaphilippe, voilà, où c'est la giclette. Non, là, c'est de la puissance pure. Tu sens qu'il va broyer le vélo, là. Un peu à la Lorena Vivas. Donc, très, très impressionnant. Et Martin Svresek, bien. Troisième, Alex Segard, belle récompense pour les Belges, qui ont très bien couru. Je dirais, dans leur approche collective, qui ont été bons. Je trouve que Jarno Vidar en a trop fait. Comme la néerlandaise chez les juniors hier. Il a un peu couru comme la néerlandaise hier chez les juniors qui a fini 4e. Par contre, Alex Segard, il s'est démené pour ramener le groupe sur Ian Creston, parce qu'il en a fait du kilomètre. Hein. Il a vraiment, vraiment tout donné pour Jarno Vidar. Et ensuite, bah, il revient de l'arrière à 3-4 km de l'arrivée, puis il les dépose. Et puis voilà, il prend la belle médaille de bronze. Mais c'est une belle récompense pour la Belgique, parce qu'ils n'avaient peut-être pas la meilleure arme dans cette catégorie-là. Mais ils ont montré qu'en courant intelligemment avec le collectif, on pouvait faire
des bonnes choses. Donc belle troisième place, en rappelant que le mec de la catégorie espoir pourrait être le prochain sélectionneur de la Belgique, catégorie élite. On sait que c'est quelque chose qui est un petit peu attendu. Que voilà, le sélectionneur de cette équipe espoir pourrait être sélectionneur de l'équipe élite. Et Alex Segart, vraiment un homme de course en circuit, Alex Segart. Parce que quand il est vice-champion de Belgique, c'est une course en circuit, c'est vraiment un registre où il est très bon, Alex Segart. Voilà, c'est une qualité, parce que les grandes compétitions, c'est sur des circuits, c'est pas sur des courses en ligne. Il est très bon dans ce registre-là, et je m'attendais pas à ce qu'il arrive à passer sur les bosses, qui montre bien que ce parcours, ce que je dis un petit peu lors de la présentation des épreuves de demain, c'est que des coureurs qui courent intelligemment, y a des coureurs qui sont pas forcément les meilleurs grimpeurs du monde, genre des Stephen Kung, qui peuvent peut-être passer sur un parcours de ce type-là et qui peuvent pas être loin des meilleurs. Donc il faudra faire attention. Mais Alex Segart, vraiment, a fait une très belle course aujourd'hui et je voulais le saluer. Il y a Christen, quatrième. Je ne vais pas lui tomber dessus. Certains diront qu'il a eu un excès de confiance. Oui, il a eu un excès de confiance. C'est vrai que bon, pas mal de gens disent que c'est pas le mec qui est le plus humble. Je pense quand même que du côté de cette équipe de Suisse, au moment du départ, elle n'était pas décédée. Leur collègue de junior, Muriel Fourer, mais peut-être qu'ils ont eu l'information pendant la course. Je ne sais pas s'ils ont eu l'information pendant la course qu'elle était décédée. Forcément, de toute manière, c'était quand même une situation qui était pas très bien engagée. Ça a dû trotter dans les têtes. Il a peut-être voulu gagner avec la manière aujourd'hui pour lui rendre hommage. Bon, ça n'a pas marché, mais je ne vais pas lui tomber dessus parce que si ça avait marché, ça aurait été beau sur un parcours comme ça du côté d'Jan Christen. Et je pense qu'il y a eu quand même une belle osmose collective du côté de la Suisse parce que Fabio Christen qui a lancé son frère, il y a eu un gros travail de la Suisse pour lancer Jan Christen, mais à 2 tours de l'arrivée, c'était trop tôt. Dans ces conditions-là climatiques qui étaient extrêmement difficiles, avec aussi une première heure de course qui s'était fait à 46,5 ou 47 de moyenne, donc avait été déjà très animé. Et là ensuite derrière, oui, ça a été compliqué pour Jan Christen, qui a pas réussi à faire mieux que quatrième. Voilà, il va être frustré forcément, parce que voilà, je pense qu'il voulait faire un grand résultat du côté du coureur suisse. Bon, Blackmore, Del Toro. Je pense que Del Toro, à vouloir courir à tout prix sur Joseph Blackmore, il en a perdu la course. Et que Joseph Blackmore, à vouloir se concentrer à tout prix sur Del Toro, a surtout lui perdu la course. Parce qu'encore Del Toro, il était peut-être pas si bien que ça. C'est avec Del Toro, à 2 tours de l'arrivée, quand Jan Christen attaque, il est dans la roue, il ne peut pas suivre parce qu'il a un coup de froid, il est en hypothermie à ce moment-là. Heureusement, au même moment quasiment, la pluie s'arrête, donc la température se réchauffe un petit peu, il y a même des rayons de soleil, la route sèche un petit peu, donc il a un peu récupéré lors du dernier tour, pour le dernier tour, mais c'est vrai qu'il a connu une entame d'avant-dernier tour qui a été compliquée, Isaac Del Toro. Mais ensuite, dans le dernier tour, il court comme une brêle. Et Blackmore, pour moi, qui semblait très fort, Blackmore. Je le voyais à l'écran, j'avais l'impression que vraiment, il galérait pas. Tous les autres étaient en galère. Lui, il galérait pas. Mais Blackmore ne voulait pas rouler parce que Del Toro ne passait pas des gros relais. Et Del Toro ne passait pas des gros relais parce que Blackmore ne passait pas des gros relais. Les deux se sont auto-éliminés de la course à la victoire. Ah, mais ça a été magique. Ça a été l'enterrement de première classe, mais à 2. Voilà, et à vouloir jouer à tout prix, au bout d'un moment, tu perds. Et Blackmore et Del Toro, ils ont voulu jouer à tout prix, et ils ont perdu. Je pense parce que Blackmore n'a pas compris que Del Toro n'était pas dans un grand jour, et parce que Del Toro, lui, avait compris que Blackmore était fort, sauf qu'il a complètement oublié qu'il y avait Behrens, il y avait Jvresek, il y avait Segart, il y avait des coureurs de grand talent aussi. Mais les deux, je trouve, ont très mal couru. Et encore une fois, je disais, oui, mais Del Toro, très mal couru, ça reste un coureur qui a
20 ans. Et c'est plus l'âge qu'il aurait fallu viser que les niveaux d'équipe. Mais bon, si l'UCI faisait des règles intelligentes, ça se saurait. Hein. Et si David Lappartient était encore à la tête de l'UCI, ça se saurait également. Hein. Ça serait bien qu'on ait un mec qui arrête de penser à prendre des mandats à droite à gauche et se concentre sur son mandat principal, qui est techniquement président de la Fédération internationale de cyclisme. On poursuit avec les coureurs qui ont une course. Il y a Arnaud Vidard. Il en a trop fait, hein, le coureur de la Lotto. Alors, je pense qu'il avait vraiment envie de montrer ce qu'il savait faire, parce qu'on sait qu'il est un petit peu en froid avec la direction de son équipe. Il y a Arnaud Vidard. Voilà, il a voulu montrer ce qu'il savait faire à tout prix. Le jeune coureur belge, il a 18 ans aussi, mais il a couru comme la concurrente néerlandaise. Il en a beaucoup trop fait. Mais c'est un petit manque d'expérience pour lui. Del Grosso, il avait juste pas les jambes pour accompagner. En fait, il était meilleur que les mecs qui étaient derrière lui et pas assez bon pour suivre les mecs qui étaient devant. Il est lâché quasiment au même moment qu'Alex Segard dans la dernière montée du Vidcon. Sauf que tu sens bien qu'il pourra parvenir. Il est avec Romero et Arrieta, mais tu sens bien qu'il peut parvenir. Alors il tente. Sauf qu'à la fin, il n'arrive pas à s'en sortir. Voilà, c'est dommage. Romeo Arrieta. Romeo, je pense que c'était beaucoup trop dur pour lui. Mais il a montré qu'il avait des très bonnes jambes. Arrieta, petite déception, mais comme je le disais, hier, il a fait un gros début de saison, Arrieta, et j'ai l'impression qu'il n'a pas réussi à encaisser physiquement ce gros début de saison, et que depuis, il est un petit peu en difficulté, parce qu'il avait démarré très fort, Arrieta, c'était vraiment l'homme en forme, janvier, février, mars, et ensuite, il a disparu des radars, et je pense qu'il n'a jamais réussi à retrouver un second souffle. Pellizzari, lui, il a fait une erreur, c'est de vouloir suivre... c'est de vouloir suivre Yaskri. Enfin, il s'est retrouvé en chasse-patate. Il n'a pas eu l'intelligence de se dire tout seul, je ne reviendrai pas sur Creston. Il s'est obstiné à revenir sur Creston, alors qu'il aurait mieux fallu qu'il attende le groupe derrière. Et il s'est obstiné, Pellizzari, à essayer de revenir sur Yann Creston, ce qui a été une erreur. Parce que derrière, il explose complètement. Dans le dernier tour, il finit à 2,45. Ça montre qu'il a encore des choses à apprendre, Pellizzari. C'est un jeune coureur. C'est un coureur qui aime être à l'attaque. Mais là, aujourd'hui, il aurait mieux fallu être un petit peu intelligent dans sa manière de courir. Ensuite, on retrouve donc Darren Rafferty, un petit peu en dessous pendant toute la semaine. Et puis ensuite, un petit peloton avec Fabio Creston. Avec Valenborn, avec notamment Emile Herzog et Le Cerf qui n'était pas dans un grand jour, j'ai l'impression. Emile Herzog qui a du mal à faire la transition junior espoir. Il était très fort chez les juniors, chez les espoirs il a eu beaucoup plus de mal. Je rappelle, il est champion du monde face à Morgado. Pour le moment, il a beaucoup plus de mal. Emile Herzog, donc c'est un petit peu décevant. On retrouve ensuite Morgado, 20e, jamais dans le coup. Il avait déjà pas fait un chrono exceptionnel, Antonio Morgado, il avait fini très loin. Je pense qu'il finit également la saison sur les rotules. Lui aussi, il a fait un gros début de saison. Ça reste des jeunes coureurs, Morgado comme Del Toro, ils ont 20 ans, 21 ans, et il n'a pas réussi à se relancer, Morgado. Bon, Vinokourov, ensuite, qui est dans le top 30 quand même. Evan Kostiou, meilleur français, 26e. Ouais, ça a été compliqué pour les Français. Quand on regardait déjà la liste de départ hier, il n'y avait pas forcément... je l'avais dit hier, ça allait être compliqué pour Evan Kostiou et les Français. Il n'y avait pas forcément une carte exceptionnelle. On a compris très vite que les Français ne feraient pas un gros résultat. Noah Isidore, il se fait lâcher à 3 tours de l'arrivée. Pierre Thierry, lui, il arrive à revenir, mais il se fait lâcher... Ils se sont tous fait lâcher au moment de l'attaque de Fabio Creston et ils ont fini assez loin, 26, 37, 40, 82. Bon voilà, c'était très compliqué pour ces coureurs-là. On voit Teutenberg, mais bon, c'est plus un sprinter Teutenberg, donc sur un parcours comme ça, c'était quand même un petit peu compliqué.
Et si on redescend du côté des coureurs qui ont abandonné sur cette épreuve, eh bien, on voit Artem Schmidt, l'américain, Milosevic. Bon, c'est un petit peu le même combat, les deux. Hein. Ils sont montés très vite en World Tour. Pour le moment, pas vraiment de résultats. Du côté de Milosevic, ça commence à être inquiétant parce qu'il n'a pas de contrat pour l'année prochaine. Hein. Jusqu'à maintenant, voilà, il n'a toujours pas de contrat. Et on ne peut pas dire qu'il nous a émerveillé par ses performances. Et du côté d'Artem Schmidt, bon, très jeune et pas beaucoup de résultats jusqu'à maintenant, hein, Artem Schmidt. Donc c'est sûr que c'est un petit peu compliqué pour lui, puisque même sur l'Alpe Tour, c'était pas exceptionnel. Hein. Donc pour le moment, il va falloir travailler encore hein, du côté de l'américain. Et puis si on redescend, et ben voilà, je crois que c'est les deux plus grands noms qui. Ah, Matt Wenzel, oui, qui avait fait un bon tour du Luxembourg, mais peut-être un petit peu fatigué, qui n'a pas réussi à repartir. Marc Othoff aussi. Voilà, Andrew Auguste aussi hein, chez Ineos, pas exceptionnel pour le moment les résultats de l'américain. Et puis donc le frère de Binyam Girmay, Vevael Girmay, qui lui aussi a abandonné. Eh bien donc demain, course élite dame, course élite homme. Vous retrouverez la vidéo peut-être un petit peu tard, peut-être aux alentours de 22h de la présentation de cette épreuve. Ou sinon ça sera 7h. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.